Bonjour à tous. Baumier Laura, je suis interne en pharmacie au CHU de Grenoble et donc j'ai le plaisir de vous présenter notre étude intitulée Neurostimulateur conventionnel ou rechargeable en primo-implantation chez le patient parkinsonien, établissement d'un consensus après études médico-économiques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, tout d'abord, pour introduire le sujet, nous allons parler de la neurostimulation cérébrale profonde. Donc, pour rappel, il s'agit d'une innovation française et même grenobloise qui s'est faite de façon plutôt hasardeuse en 1987, où le professeur Benabid, un neurochirurgien, était en fait au bloc opératoire, donc en train d'opérer un patient parkinsonien, et il s'est rendu compte, en stimulant électriquement certaines zones précises du cerveau, que les tremblements du patient parkinsonien étaient nettement diminués. Ainsi, en collaboration avec le professeur Pollack, neurologue, des chercheurs et des informaticiens, ils ont effectué des recherches à ce sujet. Et ainsi, le premier patient parkinsonien a pu être implanté d'un neurostimulateur en 1993. Aujourd'hui, on sait que la neurostimulation cérébrale profonde, son efficacité est largement reconnue et qu'il s'agit d'une véritable révolution thérapeutique. Donc, les patients éligibles à ce type de thérapie sont principalement des patients atteints d'une maladie de Parkinson évoluant depuis plusieurs années, qui présentent des tremblements et des dyskinésies majeures malgré un traitement médicamenteux optimisé. Et d'autres indications sont également concernées, comme par exemple la dystonie primaire ou les tremblements essentiels. Alors, de quoi se compose un neurostimulateur ? Donc, un neurostimulateur va être tout d'abord composé de 2 électrodes de stimulation qui vont être implantées dans le cerveau et stimuler donc, de façon précise certaines zones. Ces électrodes vont ensuite être reliées à des extenseurs qui vont passer sous le cuir chevelu puis sous le cou du patient, sous la peau du cou, pour ensuite être reliées à un générateur électrique qui va générer les impulsions électriques qui lui est généralement logé sous la clavicule. Donc, il existe plusieurs types de neurostimulateurs. Tout d'abord, les neurostimulateurs conventionnels qui en fait ont une durée de vie limitée dans le temps et ce qui implique donc de renouveler le générateur d'impulsion électrique régulièrement au bloc opératoire. Il y a les neurostimulateurs conventionnels d'ancienne génération qui ont progressivement été remplacés par ceux de nouvelle génération depuis fin 2011. Plus récemment, a été mis sur le marché les neurostimulateurs rechargeables avec un remboursement dans la maladie de Parkinson récent en décembre 2016. Et pour ces neurostimulateurs, c'est en fait le patient lui-même qui va réaliser la recharge du générateur électrique par des ondes en fait, électromagnétiques. Donc les objectifs de notre étude ont tout d'abord été d'évaluer et de comparer la durée de vie moyenne des neurostimulateurs conventionnels entre ceux d'ancienne et de nouvelle génération. Puis dans un second temps, d'évaluer et de comparer les coûts sociétaux liés à l'implantation d'un neurostimulateur conventionnel versus un neurostimulateur rechargeable. Alors, nous avons donc mené une étude observationnelle descriptive transversale. Nous avons inclus des patients atteints de la maladie de Parkinson et ayant bénéficié d'au moins un renouvellement de neurostimulateurs durant une période d'inclusion de plus de 10 ans, entre le 1er juin 2006 et le 31 juillet 2017. Et les patients ayant eu un renouvellement pour un motif autre que la fin de vie du neurostimulateur, comme par exemple une infection du neurostimulateur, ont été exclus de l'étude. Au niveau du recueil de données, nous avons utilisé notre logiciel de traçabilité des dispositifs médico-implantables, nous permettant d'obtenir les dates d'implantation et le type de neurostimulateur implanté. Puis nous avons accédé au dossier médical du patient afin de connaître l'indication et le motif de renouvellement. Par la suite, donc, nous avons comparé la durée de vie moyenne des neurostimulateurs entre ceux d'ancienne et de nouvelle génération par un test de Student. Dans un second temps, nous avons réalisé une étude de coûts en prenant en compte les coûts des groupes homogènes de séjour, des GHS, et des coûts des dispositifs médicaux, afin de comparer les coûts liés à l'implantation d'un neurostimulateur conventionnel versus l'implantation d'un neurostimulateur rechargeable. Alors, au niveau de nos résultats, nous avons inclus 150 patients dans l'étude, majoritairement des hommes, avec un âge moyen à la primo-implantation de 59 ans. La majorité de nos patients bénéficiaient d'un renouvellement de neurostimulateurs et certains patients bénéficiaient déjà de 2 renouvellements de neurostimulateurs. Au total, 174 renouvellements ont été comptabilisés, principalement des neurostimulateurs d'ancienne génération,
du fait de l'utilisation plus récente de ceux de nouvelle génération. Donc, concernant la durée de vie moyenne des neurostimulateurs, ceux d'ancienne génération avaient une durée de vie moyenne de 5,8 années, avec un écart type de 1,5 ans. Et au contraire, ceux de nouvelle génération avaient une durée de vie plus courte, avec une moyenne de 3,8 ans et avec un écart type de 1 an. Concernant notre étude de coûts, nous avons tout d'abord calculé les coûts liés à l'implantation d'un neurostimulateur conventionnel. Donc, tout d'abord, pour les coûts d'une primo-implantation, nous avons donc pris en compte le coût d'UDM qui était de plus de 14 000 € et le coût du GHS de plus de 7 000 €, soit un coût total d'une primo-implantation d'environ 21 700 €. Le coût d'un renouvellement de neurostimulateur conventionnel est lui un peu plus faible. Ceci est dû au fait que le coût du matériel est moins cher, car lors d'un renouvellement, comme dit précédemment, on va ne renouveler uniquement le générateur d'impulsion électrique, mais les électrodes de stimulation et les extenseurs sont maintenus dans le cerveau du patient. Le coût du GHS, lui, cependant, reste identique à plus de 7 000 €, alors que pourtant il s'agit d'une intervention chirurgicale qui est beaucoup plus simple. Concernant les coûts liés à l'implantation d'un neurostimulateur rechargeable, donc nous avons un coût de matériel de plus de 25 000 € et un coût de GHS, ici encore identique à 7 000 €, soit un coût total d'implantation d'un neurostimulateur rechargeable de plus de 32 000 €. Ainsi, nous pouvons voir qu'à partir du premier renouvellement de neurostimulateurs conventionnels, les coûts engendrés sont supérieurs à ceux liés à la primo-implantation d'un neurostimulateur rechargeable. Donc, ainsi, nous avons pu voir que la durée de vie moyenne des neurostimulateurs conventionnels de nouvelle génération était significativement plus courte que celle des anciennes générations, donc ce qui implique que le patient va être pris en charge au bloc opératoire plus régulièrement, et que la primo-implantation d'un neurostimulateur rechargeable semblait être économiquement favorable. Les forces de notre étude sont une exhaustivité du recueil donné, du fait de notre logiciel de traçabilité des dispositifs médicaux, qui nous permet vraiment de recueillir toute pose de neurostimulateurs, et le fait que Grenoble bénéficie d'une des principales cohortes au niveau français de patients parkinsoniens bénéficiant de ce type de thérapie. Une des limites est cependant que nous avons pris en compte uniquement les neurostimulateurs renouvelés, mais nous ne savons pas combien de neurostimulateurs sont encore actifs à l'heure actuelle chez les patients. Donc ainsi, nous sommes en train de mener une étude afin de déterminer quel pourcentage de neurostimulateurs est encore actif 1 an après l'implantation, 2 ans, 3 ans, etc. Ainsi, nous avons donc pu proposer un consensus dans notre établissement, qui est donc de primo-implanter d'un neurostimulateur rechargeable les patients ayant une espérance de vie d'au moins 5 ans, et ceci quel que soit leur âge. Donc cette espérance de vie d'au moins 5 ans a été définie en prenant en compte donc, la durée de vie moyenne des neurostimulateurs de nouvelle génération, qui était donc, comme on l'a vu, de 3,8 années, que l'on a arrondi à 4 ans, et en y ajoutant cet écart type de 1 an. Ceci évidemment donc, à condition que le patient bénéficie de fonctions cognitives ou d'un environnement familial compatible avec la réalisation des recharges de son neurostimulateur. Donc, cette proposition est actuellement en cours de discussion avec l'équipe de neurochirurgie. Et une des perspectives éventuelles sera ensuite d'étendre ce consensus local à d'autres établissements français. Je vous remercie pour votre attention.